et messieurs, bonsoir, bienvenue pour cette nouvelle édition de Direct où on va consacrer toute l'édition sur la visite du président Abdel Fattah al-Sisi en Allemagne. Nous avons le plaisir d'accueillir dans le studio M. Amr Zuhairi, vous êtes journaliste, bonsoir. Bonsoir. Alors là, c'est la visite, l'importante visite de la part du président en Allemagne avec des accords, avec des discussions surtout sur le changement climatique, la préparation de la COP27 qui se tiendra en Égypte du 7 au 18 novembre. Voilà, le président Abdel Fattah al-Sisi a appelé aujourd'hui à prendre toutes les mesures nécessaires pour faire face aux effets du changement climatique à la lumière des circonstances que traverse chaque État, soulignant les pertes subies par les pays en développement, en particulier les petits pays du continent africain en raison du changement climatique. Les propos du président al-Sisi ont eu lieu lors de sa participation à la session de haut niveau à Berlin, en marge du dialogue sur le climat de Pétersbourg. Salih Ahmed et Yara Choucha nous donnent les détails. Dans son discours à l'ouverture de la session de haut niveau du dialogue de Saint-Pétersbourg sur le climat à Berlin, le président Abdel Fattah al-Sisi a appelé à prendre toutes les mesures nécessaires pour faire face aux effets du changement climatique à la lumière des circonstances que traverse chaque État, soulignant les pertes subies par les pays en développement, en particulier les petits pays du continent africain, en raison du changement climatique. En réponse aux questions d'un certain nombre de participants à cette session de haut niveau du dialogue, le président a souligné la nécessité d'aider les pays en développement et de leur fournir le financement nécessaire avec l'aide du secteur privé pour s'adapter aux effets du changement climatique. Le président al-Sisi a également souligné la nécessité pour les pays les plus riches de jouer un plus grand rôle dans le domaine du financement pour soutenir les efforts des pays en développement afin de s'adapter aux effets du changement climatique. Il a jugé impératif d'apporter un soutien financier et technologique pour soutenir les efforts visant à faire face aux répercussions du changement climatique, exprimant ses souhaits que la conférence de Sharm el-Sheikh soit couronnée de succès et qu'elle ait un ordre du jour ambitieux à la lumière des attentes très élevées envers la conférence. Nous devons profiter de la conférence de Sharm el-Sheikh pour discuter de toutes les questions sur la table, de proposer des solutions appropriées et préparer d'autres conférences visant à faire face au changement climatique et à s'adapter à ses effets, a dit le président. Le chef de l'État a également souligné l'importance de développer les sources d'énergie renouvelables et de passer à l'hydrogène vert, soulignant la nécessité de faire face à d'autres défis tels que la sécurité alimentaire et l'énergie. Le chef de l'État a souligné que l'ordre du jour de la conférence de Sharm el-Sheikh contient un grand nombre de questions importantes, soulignant le rôle important de la société civile dans la COP27. La COP27 vise à être un tournant au niveau de l'action internationale en vue de traduire en actes sur le terrain les promesses, a affirmé le président al-Sisi. L'Égypte a renforcé ses démarches en vue de l'adaptation aux effets négatifs du changement climatique, a rappelé M. al-Sisi, expliquant que le Caire n'épargnera aucun effort pour y faire face. L'Afrique, au cœur des défis, est plus touchée que les autres régions, selon le président, qui a souligné l'importance de faire des efforts pour permettre aux pays africains de bénéficier de leurs ressources. Il a exprimé sa sincère gratitude au chancelier allemand Olaf Scholz, louant le rôle le premier plan de l'Allemagne dans la lutte contre le changement climatique et la gestion de ses effets, laquelle qui se traduit par son engagement politique au plus haut niveau pour soutenir l'action climatique, la communauté internationale, ainsi que les efforts de transformation équitable vers une économie verte compatible avec l'environnement. Le chef de l'État a ajouté que l'Égypte accueille cette année la 27e session de la conférence des parties dans un contexte mondial caractérisé par des défis successifs, dont notamment la crise énergétique mondiale actuelle et la crise alimentaire dont souffrent de nombreux pays en développement, ainsi que l'accumulation de dettes, la faiblesse des flux de financement et les effets négatifs de la pandémie de coronavirus. Monsieur Amr Zuhairi, je rappelle que vous êtes chercheur et journaliste. Là, cette réunion s'est concentrée sur les effets du changement climatique et de comment faire face à ce phénomène.
Comment vous voyez les effets négatifs ou les répercussions du changement climatique actuel? Sans doute actuellement, le sujet du changement climatique est une priorité pour le monde entier. Et c'est ce que dû être. Et le président Al-Sisi a tout dit pour expliquer que c'est une priorité sont égales dans le monde entier aujourd'hui, avec un réchauffement qui dépasse les 1,5%, ce qui est inacceptable pour l'humanité sur le long terme. On ne peut pas continuer encore cinquantaine d'années avec ce niveau d'émissions de gaz à effet de serre, ce qui va détruire l'ensemble de l'humanité. Ce qui a précisé le président Al-Sisi aujourd'hui en parlant de la famille humaine, en précisant également les défis qui sont accumulés et ajoutés à ce qui était précédemment attendu avec le COP26 de Glasgow et donc le COP27 du Caire. Le coronavirus qui ne s'affaiblit pas malgré une baisse visible pendant quelques moments et qui a été un signal pour l'ensemble de l'humanité que c'est une page à retourner. Malheureusement, ça recommence à retourner, mais qui bloque économiquement l'ensemble du monde occidental et oriental et l'ensemble de l'humanité d'un côté, et puis la guerre de l'Ukraine et la Russie qui a ajouté des problèmes supplémentaires au niveau de fourniture de gaz naturel et de pétrole, également au niveau de la fourniture du blé et des céréales pour les pays importateurs. Donc les défis sont accentués. Et cela n'affaiblit pas les efforts et même l'audace et la volonté de l'Égypte de marquer du cap 27 un tournant dans le développement du gaz à effet de serre. Donc un tournant qui pourrait amener l'humanité à une baisse significative avec l'application des engagements qui ont été faits déjà et qui n'étaient pas remplis malheureusement au niveau du budget de 100 milliards par an au niveau mondial de l'ensemble de l'humanité pour investir, pour arrêter ce phénomène et maintenir ce cap avec les 100 milliards, mais vraiment l'appliquer et récolter ces sommes amènera l'humanité à côté de ce qui est le plus important dans cette histoire, c'est booster la volonté de tout individu sur la planète de préserver la planète pour ses petits-enfants. Parfait. Là, le grand problème du changement climatique, c'est l'industrialisation des grands pays industrialisés, notamment les États-Unis et la Chine. Oui. Alors, est-ce que ces deux pays pourraient réduire tout ce qui est gaz à effet de serre durant l'avenir pour faire face au changement climatique? S'il y a la volonté et s'il y a les moyens de faire autrement, donc de passer par le renouvelable. Malheureusement, pas mal de pays retournent au charbon pour trouver une solution à la pénurie s'il y a du pétrole, etc. Donc, mais c'est des mesures temporaires. Ce qui est plus important, c'est qu'aujourd'hui, nous passons par des mesures temporaires qu'il faut qu'on assure que ce ne serait pas éternel ou que ça ne va pas durer dans le temps long.
Également, au même niveau que la guerre en Ukraine. Il faut en trouver une solution, mais cela, c'est un autre sujet. Mais sans doute, mettre fin à la guerre en Ukraine, entre l'Ukraine et la Russie, permettra à résoudre pas mal de problèmes qui affrontent l'humanité aujourd'hui, Oui, sans aucun doute. Oui. Mais au niveau de l'industrialisation, ce qui a été fait, la Chine a industrialisé depuis une trentaine, quarantaine d'années, les États-Unis plus que cela, et l'Europe, c'est le début de l'industrialisation avec les Britanniques. Donc aujourd'hui, c'est l'idée de ne pas tuer l'industrie, mais utiliser l'industrie intelligemment, avec des énergies renouvelables et avec, avec des mesures qui prennent en considération l'impact climatique des produits. Donc il faut investir à ce niveau, investir au niveau de qualité, pour mesurer les qualités, etc., de l'industrialisation. Ce qui doit être fait, par exemple en Égypte, ce qui ajoute un problème supplémentaire, parce qu'on doit avoir une qualité irréprochable qui pourrait être commercialisée dans le premier monde, si on se permet l'expression, avec bien sûr nos marchés habituels, l'Afrique, le monde arabe, la Méditerranée, etc. Donc, et cela, on continue à le faire. Donc, cela, avec la recherche et le développement au niveau industriel, aidera sur les deux niveaux. Ça améliorera la qualité des produits et en même temps, ça baissera les gaz à effet de serre pour une industrie propre et Exactement. verte. C'est-à-dire, le président Sisi a insisté sur le fait qu'il faut se diriger vers l'économie verte et bien sûr l'énergie renouvelable, comme vous venez de dire. Mais ce sont les pays pauvres, si on parle des pays africains par exemple, qui en souffrent le plus. Oui. Même si ces pays n'ont pas vraiment des industries qui pourraient polluer la planète. Oui, mais même au niveau des céréales, on n'est pas directement concerné par les guerres qui augmentent les prix. Je parle de l'énergie renouvelable. Oui. Voilà, c'est-à-dire les pays africains qui n'ont pas beaucoup d'industrie, c'est-à-dire ils n'ont pas la cause des changements climatiques, mais en même temps ils doivent se tourner vers l'énergie renouvelable. Oui. D'où le financement, d'où ces grands Exactement, projets. c'est ce que j'essaie de dire maintenant, c'est qu'il en faut redoubler les efforts de des niveaux. Maintenant, l'Afrique, elle ne peut pas se permettre de faire ce qu'a fait la Chine ou l'Inde précédemment. Tout à fait. Malheureusement, mais, pas malheureusement ni heureusement, mais l'état des faits rend cela impossible au niveau même éthique pour les dirigeants africains ou les industriels africains, parce que ça va détériorer la situation des gaz à effet de serre, etc. Donc, la solution est de faire des produits de qualité, etc. Mais basé sur les richesses internes d'Afrique, ce qui est énorme. également. Mais avec un aide presque philanthrope comme celui du président. L'approche de notre président Sisi avec le monde, c'est philanthrope. On résout vos problèmes, après on verra la priorité de résoudre les problèmes des autres, comme la question qui était posée pour lui en Allemagne aujourd'hui sur l'exportation du gaz égyptien pour récompenser le gaz russe. C'était, il faut sortir de la situation, comme on a aidé l'Italie ou la Chine au début de la Corona. Donc cette vision philanthrope doit être aussi adaptée par les dirigeants du monde. Ceux qui distribuent l'argent et ceux qui veulent le bien ou le mal de l'Afrique. Mais le mal de l'Afrique, c'est le mal pour l'humanité entière, parce que l'Afrique, c'est le berceau de l'humanité, c'est peut-être le paradis de l'humanité si elle était bien équipée, gardée, modernisée et mis en avance comme il se doit.
Tout ce qui a subi l'Afrique depuis l'époque de l'esclavage, depuis comment dire, ce qu'ils ont vécu et ils ont subi, c'est atroce. Donc c'est une sorte de payback ou un remboursement de dettes accumulées à côté de ce qui était de l'industrie, de la révolution industrielle, également de pillage qui était systématique et systémique de l'Afrique pendant des décennies, pendant la colonisation, etc. Maintenant, il faut aider l'Afrique à se développer avec la bonne gouvernance, avec un accord global et avec une vision et une surveillance de l'humanité entière. Et tout développement qui est fait doit être signalé, comme cela on peut le mesurer. Oui. Donc il faut éviter par exemple qu'un pays donne de l'armement à un pays en situation de guerre et après ces armements soient vendus au marché noir par exemple. Oui. C'est une situation qui s'applique. Bon, je reprends la question peut-être la plus importante durant les discussions entre le président et les responsables allemands, c'est la COP27, la préparation de la COP27 et comment on pourrait avoir de très bons résultats de cette conférence sur les changements climatiques, bien sûr, et avoir vraiment des résultats crédibles. Tangibles. Ouais. Tangibles. Oui, c'est possible, et c'est ce qui a été dit aujourd'hui à Pétersbourg. C'est toujours un préliminaire au COP 27, 26, etc. Donc c'est la session inaugurale presque. Le début de la discussion, d'échange de dossiers, de lecture des choses, d'échange de problèmes, de situations. Chaque pays expose sa situation et essaye d'avoir une lecture commune et une solution proposée commune sous l'égide des Nations Unies, du cadre de l'organisation qui organise le cadre du changement climatique. Donc cela est en Allemagne et chaque année est fait. Aujourd'hui, l'Égypte a pris effectivement la responsabilité de sa présidence pour le COP 27 qui va se tenir à Sharm el-Sheikh en novembre. Donc aujourd'hui, c'est une sorte de responsabilité additionnée de la part des Nations Unies pour l'Égypte, pour être un acteur primaire au premier plan ou au coordinateur, à côté le fait qu'il est le pays hôte. Et en étant le pays hôte, cela lui a donné ses privilèges. Tout à fait. Bon, je passe à un deuxième sujet, c'est concernant toujours la visite du président en Allemagne. Au cours de sa visite à Berlin et plus tôt dans la journée, le président Abdel Fattah el-Sisi s'est réuni avec son homologue allemand Frank Steinmeier. Les deux dirigeants ont exprimé leur appréciation pour la coopération et les liens sur les niveaux officiels et populaire et leur fierté des liens historiques qui unissent les deux pays amis. Salih Hamed et Arochoucha nous donnent les détails. Le président Abdel Fattah el-Sisi s'est réuni ce matin à Berlin avec son homologue allemand Frank Steinmeier. Le président al-Sisi a exprimé sa joie par l'accueil chaleureux, louant les relations d'amitié élargies égypto-allemandes et le niveau avancé qu'elles ont atteint à différents niveaux au cours de la récente période. Le chef de l'État a exprimé l'aspiration de l'Égypte à approfondir ses relations et les renforcer, notamment sur le plan économique et commercial, en maximisant le volume des investissements allemands en Égypte, d'autant plus que l'Allemagne est l'un des partenaires les plus importants de l'Égypte au sein du continent européen et la grande opportunité d'être maintenant présent sur le marché égyptien pour bénéficier de l'infrastructure moderne et améliorer le climat de performance des entreprises.
Le président allemand a de son côté exprimé l'appréciation de son pays pour l'Égypte au niveau officiel et populaire et sa fierté des liens historiques qui unissent les deux pays amis. Il a également salué les projets de développement national mis en œuvre, soulignant la volonté de l'Allemagne de soutenir les efforts de développement de l'Égypte dans tous les domaines. La réunion a aussi porté sur un certain nombre de questions régionales et internationales d'intérêt commun, notamment l'évolution de la crise ukrainienne ainsi que les crises libyennes et yéménites, et la question palestinienne sur laquelle les deux parties se sont mis d'accord sur la nécessité de parvenir à une solution juste et globale conformément aux dispositions de référence internationales. Le président allemand a également salué le rôle central de l'Égypte dans la consolidation de la stabilité au Moyen-Orient et en Afrique. Le président Al-Sisi a affirmé la ferme position égyptienne basée sur la nécessité de renforcer les piliers des pays qui font face à des crises et de renforcer leurs institutions nationales. L'Égypte et l'Allemagne ont des relations très fortes depuis longtemps. Il y a des liens vraiment non seulement officiels, mais aussi entre les populations, surtout. Concernant... Et diplomatiques depuis 70 ans, précisément. Voilà. Donc c'est une date très importante également. Et un des leaders de la révolution égyptienne après Mustafa Kemal ou dans l'histoire, Mohamed Farid, il a vécu un certain moment, il est mort même en Allemagne. Donc c'est des relations qui datent de la date officielle des relations diplomatiques étatiques. Donc au niveau même humain, il y a pas mal d'Égyptiens qui vivent en Allemagne et le contraire. Donc l'Allemagne, c'est un pays qui est toujours respecté en Égypte. Au niveau de l'industrie, par exemple, c'est le sommet le meilleur au niveau de l'évaluation égyptienne. Donc l'industrie allemande considérée comme la meilleure. Et d'un autre côté, l'Allemagne, avec son engagement en Europe, elle a une double casquette. Donc elle a la casquette européenne et elle a la casquette germanique qui la distingue dès le départ et grâce auquel elle maintient des relations centenaire avec l'Égypte. Entre l'Égypte et l'Allemagne, il y a beaucoup d'accords concernant actuellement, on parle par exemple des stations électriques qui ont été faites par Siemens. On compte beaucoup, je trouve, en voyant l'historique des visites du président Al-Sisi au niveau mondial, on trouve une importance donnée pour l'Allemagne grâce à ce fait ancré dans l'imaginaire populaire et égyptien en général, et ce qui est vrai également de la forte industrie allemande, a posé l'Allemagne comme un partenaire fiable et important pour l'Égypte. Et si jamais on veut développer l'Égypte, c'est à travers l'Allemagne qu'il faut passer, avec d'autres pays. L'expérience allemande, bien sûr, surtout dans l'industrie. Si on parle de l'industrie, quand même, il y a une grande coopération entre les deux pays. Coopération également au niveau de Siemens, au niveau de l'électricité, au niveau de la construction, par exemple, des réseaux électriques, et également au niveau ferroviaire. On a signé le plus grand contrat dans l'histoire de la firme de Siemens, à peu près 8 milliards, de l'argent qui vont être engendrés dans l'économie de Siemens. Et les travaux, c'est l'ensemble des travaux qui vont coûter à l'Égypte pour se doter de cette ligne ferroviaire faite par la firme. Et pas que. Il n'y a pas moins de 40 000 firmes allemandes ou égyptiennes qui travaillent mutuellement
Notre commerce, elle est assez grande, dépasse les 5 milliards de dollars ou d'euros par an. Donc c'est un pays en Europe que l'Égypte a toujours, auquel l'Égypte a toujours les yeux tournés pour avoir toujours le meilleur de ce qui est industriel. Oui. Avec plus d'intelligence, avec aussi ce qui est plus important qu'on a à garder pour l'Allemagne, la rigueur et la sévérité et l'excellence de leurs produits et de leur façon de faire. Exactement, surtout les machines et tout. Point de vue éducation, nous avons ici 2 universités allemandes. Il y a des échanges entre les étudiants, les professeurs égyptiens et allemands. Parlez-nous de cette coopération. Oui, je pense que elle est en harmonie, parfaite harmonie avec la logique de lecture du président Al-Sisi. Comme il y a également dans l'esprit populaire égyptien un respect important pour le Japon, on a vu qu'il a aussi également demandé de généraliser l'expérience des écoles japono-égyptiennes. Donc, et également au niveau de, donc, comme on a dit, au niveau de l'industrie, au niveau de la philosophie allemande, même si on ne parle pas d'industrie, etc. L'Allemagne, c'est une grande nation, ça, on ne peut pas les négliger ou nier. Et ainsi, la coopération au niveau éducatif, elle est très importante, parce que nous sommes aujourd'hui dans la mesure où on essaye d'améliorer, avec nos 100 millions de population, faire monter l'élite ou augmenter, comment dire, le pourcentage des gens qui sont conformes ou sont modernes au niveau soit pour l'industrie ou pour les travaux, etc., ou même au niveau intellectuel ou au niveau de la vision du monde. Donc on essaye d'en créer un développement dans leur population qui pourrait, à côté de ce qui pourrait être important au niveau philosophique, etc., donner l'exemple, des bons exemples pour l'Égypte au niveau de ce qui est dans le monde entier, mais pas uniquement l'Allemagne. Mais en soulignant que le président a insisté à rencontrer le président allemand, qui est à côté du chancelier, bien sûr, c'est une lecture institutionnelle aussi des pays, de voir la structure des pays. Il a rencontré son homologue. Aujourd'hui, nous, à l'aube une nouvelle république, il y a devant le président des choix et des lectures. Il a ouvert le dossier des droits de l'homme. Il a dit ce qui devrait être dit, ce que vous venez vous-même et essayer de lire sur place ce qui est fait et transmettez cela en direct pour vos populations. Ainsi, dans le futur, est-ce qu'on continuera avec un régime présidentiel, parlementaire, etc. Tout cela va être décidé après le dialogue, après... personne ne peut rien dire maintenant, ça va prendre du temps. Donc le futur nous guidera, ou on verra dans le futur comment va être gouvernée l'Égypte à l'aube de la Deuxième République ou la Nouvelle République. Donc le concept même d'une Nouvelle République impose une lecture de différents systèmes de gouvernance dans le monde entier, dans le système allemand ils avaient un empereur et maintenant ils ont un président, un chancelier, et donc c'est une logique différente que la France par exemple ou que le Royaume-Uni ou différentes des États-Unis. Mais c'est diplomatiquement, cette visite, elle était très importante, comme en fait 70 ans de relations diplomatiques entre les deux pays. Parfait. Alors je passe à notre troisième sujet pour cette édition. Le président Abdel Fattah el-Sisi, qui est arrivé hier à Berlin pour une visite
officielle de 2 jours en réponse à une invitation du chancelier allemand Olaf Scholz pour participer au dialogue sur le climat de Pétersbourg, coprésidé par l'Égypte et l'Allemagne. Salih Ahmed Yarashoucha nous donne les détails. Le président Abdel Fattah el-Sisi est arrivé dimanche à Berlin pour une visite officielle de 2 jours pour participer au dialogue sur le climat de Pétersbourg. Il s'est réuni à Berlin avec le propriétaire et PDG de la compagnie internationale allemande des industries navales Lürssen, M. Peter Lürssen, en présence du commandement stratégique et superviseur de l'industrialisation militaire, le lieutenant-général Ahmed Khaled, et l'ambassadeur égyptien à Berlin, M. Khaled Galel. La réunion a porté sur le suivi des cadres de la coopération entre la partie égyptienne et la compagnie allemande ayant une expérience approfondie dans le domaine des industries maritimes et le développement des arsenaux, en plus des programmes de formation du personnel technique et de l'amélioration des capacités des cadres égyptiens dans ces domaines, conformément aux normes internationales, en coopération avec l'une des plus grandes forteresses maritimes au monde. Au cours de la réunion, le président a apprécié la coopération avec la société allemande compte tenu de sa réputation professionnelle mondiale dans le domaine des industries navales. Voilà, c'est toujours des coopérations ou bien des échanges commerciaux, économiques entre les 2 pays. Là, de quoi s'agit la coopération entre l'Égypte avec cette compagnie grandiose? Lürssen, c'est comme Siemens dans son domaine. Lürssen, c'est une grande entreprise navale des hautes et de l'armement maritime, militaire, etc. Et ils ont une grande expérience au niveau de gérance des ports et l'industrie maritime. Donc cela peut nous aider. Sans doute, la gérance des ports, ça va être du côté égyptien, etc. Mais ce que nous essayons d'avoir de leur côté, c'est la formation technique et le support pour maintenir tout port ou tout d'un côté, à côté de ce qui était bien sûr conçu des accords d'avant. Et au même titre, cela propulse, met le président égyptien comme en étant quelqu'un qui tient à suivre par lui-même l'avancement de tous travaux. Également, je ne veux pas aller jusqu'à dire qu'il soit le vendeur ou VAP ou quelqu'un qui... Mais il essaye de faire la promotion de ce qui est de l'Égypte également et essaye de trouver une optimisation grandiose pour la richesse maritime qui possède l'Égypte. Parce que pas uniquement de mer, également le Nil, en étant un fleuve très grand, où on pourrait l'utiliser au niveau de transport maritime, etc. Donc il y a beaucoup de domaines à traiter et beaucoup de choses à préciser. Et également la prochaine période au niveau du transport de gaz, au niveau de livraison qui devrait être faite pour l'Europe, le transport maritime va être important pour l'Égypte si elle compte être, comme elle compte bien le faire, être un pôle d'excellence au niveau de l'export de produits pétroliers ou gaz naturel liquéfié. Gaz naturel liquéfié. Voilà, c'est ça exactement. Ma question, c'est concernant
la coopération entre les deux pays concernant les transports maritimes. Vous avez bien mentionné la ligne de transport entre l'Égypte et l'Europe concernant le gaz naturel liquéfié. Ouais. Alors, mais là, actuellement, allez-y, quand tu termines. Quelle est la coopération, ou bien l'ampleur de la coopération entre l'Égypte et l'Allemagne dans ce domaine? C'est ce que va être précisé prochainement, ou en train de se faire, mais comment, parce que le débit ou la rapidité avec laquelle les choses sont faites au niveau du conflit russo-ukrainien sont sans précédent, de fait, parce que des négociations, est-ce qu'il continue l'oléoduc donc du gaz premier avant le fermer le deuxième pour des travaux, donc le truc du gaz Gazprom, etc. Donc ça a créé une nouvelle situation. Donc cette nouvelle situation, elle est toute neuve. Donc avec l'urgence qu'il faut réagir, parce que comme avec la logique philanthrope du président, donc il faut résoudre le problème allemand au maximum, ou au moins participer à le résoudre de notre côté pour qu'on soit qu'on a fait de notre mieux, que ça soit clair. Donc l'Égypte ne va pas où elle va faire de son mieux pour trouver une activité très pratique et très d'urgence pour résoudre ce problème à son niveau, donc à niveau de sa contribution. Donc, et du côté allemand c'est apprécié, et du côté égyptien c'est apprécié, au même titre que ça gêne pas du côté russe tant que cela, parce que si le gaz russe n'était pas récompensé par l'Égypte, il va être récompensé par d'autres pays, soit d'OPEC, OPEC+, etc. Donc il n'y a pas de pénurie de gaz naturel ni de pétrole, mais il y a des sanctions qui sont appliquées par l'Occident ou le NATO précisément contre la Russie. Et ce qui a créé une nouvelle situation. Et avec l'arrêt des oléoducs qui fournissent l'Allemagne du gaz russe, cela a majoré le problème et ne l'a pas aidé à le résoudre. Donc activement aujourd'hui, l'humanité entière en fait, se solidarise pour résoudre le problème de l'Europe, pour éviter que l'hiver soit rude, le prochain hiver. Donc à tous les niveaux, cela est fait, même au niveau, avec des promesses, au niveau arabe par exemple pour le côté américain, au niveau de Biden, c'était des promesses qui, sans sortir du cadre de OPEC+, qu'ils peuvent essayer de mettre plus de barils sur le marché. Donc il y a une volonté de ne pas aggraver le problème et d'essayer de le résoudre. Et si l'humanité arrive à résoudre ce problème de guerre ou de conflit ukraino-russe actuellement, comme conséquence, avec le boost qui va être fait, ou le boostage qui va être fait à Sharm el-Sheikh, elle peut résoudre le problème même de changement climatique si tout le monde est responsabilisé, dirigeants et non de population normale, et en même temps il y a le résultat qui est clair que l'argent, le financement, par exemple les 100 milliards, ont abouti à résoudre cela et cela et cela. Donc avec les résultats, à la démonstration, ce problème pourrait être résolu parce que avec chaque étape, c'est une réussite, et avec chaque réussite, on aura plus d'adhérents au concept ou la logique de sauver la planète. Parfait. Là, pour terminer, j'aimerais bien jeter la lumière sur la conférence de la COP27 à Sharm el-Sheikh. Est-ce que la station balnéaire ou la ville de Sharm el-Sheikh est prête pour accueillir cette conférence, et surtout,
qu'elle sera déclarée en tant que ville verte. En préparation, je n'ai pas l'information si elle va être déclarée, j'espère bien, ça va être fait, mais elle est en progression et en préparation depuis quelque temps pour accueillir cette conférence avec les différents niveaux qui vont être représentés. Donc il y a le niveau étatique et puis le niveau non gouvernemental et le niveau des organisations des Nations Unies, etc. Donc l'accueil de tout le monde est prévu et bien entraîné, on va dire, ou bien essayé à travers les précédentes conférences qui ont qui ont pris place à la ville. Donc cela c'était des préparatifs. Aujourd'hui c'est les débuts officiels de cet engagement et cette officialisation de la ville verte, ça devrait être donc la déclaration du président, du ministre de l'environnement à ce moment-là, si jamais on arrive à atteindre le cap demandé à cela. Et le plus important à l'avoir, c'est de maintenir. C'est maintenir cette étiquette et ce label et le diffuser plus tard ou le divulguer dans les autres villes égyptiennes d'un moyen ou d'une façon que ça soit après quelque chose de généralisé dans tout le pays, peut-être dans d'autres pays africains qui peuvent entrer dans ce jeu de sauver de l'humanité. Donc ça pourrait être motivant, une logique gagnante à Sharm el-Sheikh ou une réussite de la conférence pourrait motiver l'Afrique entière à se regrouper autour de l'Égypte et de réaliser quelque chose de significatif pour l'ensemble de l'humanité. Monsieur Amr Zoheri, je rappelle que vous êtes chercheur et journaliste. Je vous remercie beaucoup pour ces explications. On se donne un rendez-vous demain à la même heure pour une nouvelle édition de Direct. Au revoir.